Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me retrouve au musée de Salviac au milieu de cette grande collection principalement de matériel agricole et pas que, vous allez voir. Vous allez voir dans cette vidéo donc du très beau matériel, surtout beaucoup de matériel et aussi quelques démarrages et pas mal de choses. Donc là je m'apprête à rejoindre Benoît qui avec son association a créé et fondé ce musée et vous allez voir, on va voir de très belles choses. En avant! Au quart de tour. Et on balance le moteur de gauche à droite. Alors, me voici devant la maison de Benoît que je m'apprête à rejoindre. Vous allez voir, Benoît, c'est un sacré personnage, haut en couleur. Alors, à l'autre, il lui disait avant de partir, fais ta prière. N'hésitez pas à demander à la Bible, j'y réponds. Et comme je dis souvent, Clément, le bonheur, il est où? Eh bien, au musée de Salviac. Et on va le rejoindre dans une habitation bien atypique, qui est dans son jeu et dans son temps. Suivez-moi, on y va. Entrez. Eh bien, bonjour Benoît. Et Enchanté. bonjour Clément, Ça tu me as fait plaisir bonne de te route, rencontrer. hein? Ouais, ça va tranquillement. Ouais. Bon, bah alors je me retrouve ici, chez toi. C'est d'époque, Eh oui. disons. Tout à fait. Là, vous êtes dans la maison reconstituée de mes grands-parents. Oui. Assis-toi, Clément, tu vas boire un coup. Bah, volontiers, un petit canon. Allez, est-ce qu'on se laisse pas abattre Ah, chez bah, nous, on hein? fait ça, on mange bien. Un petit coup de rouge, Allez, du bon Cahors. voilà, Tu vas voir, bien d'ici. ça va te remonter le moral. Oh bah, on va pas se laisser abattre. Ah, il faut pas se laisser abattre. Donc ici, tu es Clément dans la maison reconstituée de mes grands-parents, Merci. de Robert et Adrienne. Oui. C'est une maison où ils vivaient tous dans la même pièce. Ok. Donc ils avaient la cheminée derrière, qu'on appelle chez nous le cantou, le lit de coin qui est derrière, la pierre d'évier, et ils vivaient avec peu et ils étaient heureux. Voilà. Et bien je vais te montrer tout ça et je vais t'expliquer. J'étais en train de dénoiser, parce que tu sais, on ne vit pas avec grand-chose ici. Et d'ailleurs, sais-tu combien faut-il de kilos de cerneau de noix pour faire 1 litre d'huile de noix? Non. Alors, eh bien, il n'en faut pas tant qu'on croit. Souvent, les visiteurs me disent, il en faut plusieurs dizaines de kilos. Ah oui, quand même. Eh bien, pour faire 1 litre d'huile de noix, il faut seulement 2 kilos de cerneau de noix. D'accord. Voilà. Donc, ils vivaient avec peu ici, et ils étaient heureux. Beaucoup de troc, beaucoup d'échanges. Donc, je finirai tout à l'heure. Oui. On va boire un coup quand même, et je vais te parler du vieux cantou. Avec ça, on peut attaquer la journée sereinement. On reviendra sur cette jolie partie du musée un peu plus tard. Pour l'instant, on va se lancer sur la collection de matériel agricole. Alors Benoît, du coup, comment a commencé au final cette collection? D'où est-ce que tu es parti? Pourquoi ton intérêt pour tout ça? Comment ça a commencé? Alors en fait, à l'âge de 9 ans, j'ai vu partir le tracteur de mon grand-père de l'exploitation, qui était ici, et ça m'a perturbé. Et je suis parti à sa recherche et je l'ai retrouvé à l'âge de 14 ans. D'accord. C'était un agriculteur qui l'avait. Et bien sûr, la carte grise n'était pas changée. Il y avait marqué Jouclard Robert. Et j'étais heureux, je pleurais. Et le monsieur était tellement touché qu'il m'a donné le tracteur. Et ensuite, ça a été le déclic. J'ai vu qu'il errait dans les campagnes des tracteurs, des voitures, des motos, des poupées, des cafetières, de tout. Et personne s'y intéressait à l'époque. Alors j'ai dit, ben non, on va essayer de sauver tout ça, parce que c'est le patrimoine français. Donc, de un tracteur, de 2, de 3. Au bout d'un moment, ça fait 38 ans cette année que j'ai commencé. Ah ouais. Et j'ai monté une association avec l'aide de quelques bénévoles et la famille D'accord. au début. Et voilà, j'ai réussi à monter ce musée étonnant sur cette quantité, variété, Ouais. diversité. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'on a quasiment plus de 350 tracteurs, Effectivement, ouais. 150 voitures, utilitaires, camions,
quelques véhicules militaires, 200 de roues. Et puis après, alors, on a créé les métiers qui va de l'école à l'épicerie, au coiffeur, à la poste rurale. Cette année, je viens de monter un petit théâtre théâtral. Il y a des milliers et des milliers d'objets de la vie du quotidien. Et ce qui plaît dans un musée, c'est pas du statique. Chez moi, il faut ce musée. Voilà, c'est ça. Franchement. Les gens il faut le faire vivre. Et c'est pour ça que j'ai monté des visites guidées adaptées à tout public. Donc aussi bien, il ne faut pas oublier les handicapés autistes, la visite découverte pour les écoles et centres de loisirs. J'ai monté la visite passion, la visite excellence et la visite guidée théâtralisée. Où nous démarrons bien sûr des tracteurs, des voitures, moteur fixe, animation avec le Granby, le vélo géant unique en France. Et la visite se termine dans les vieux métiers où je compte la vie d'autrefois et plein de surprises que nous faisons à vos visiteurs qui viennent nous voir. Et nous sommes ouverts tous les jours de 9h à 19h. Parfait. Et du coup, dans cette collection, je suppose qu'une grande partie sont fonctionnelles au final de tout ce qui est exposé. Une grande partie démarre. Tout à fait. On a à peu près 85% de la collection qui fonctionne. D'accord. Voilà. Derrière tout ça, on œuvre pour les remises en route de ces véhicules. D'ailleurs, on va essayer de te mettre en route un tracteur qui est un McCormick Daring 1020. Alors tous ces tracteurs à l'époque, il faut savoir, ils n'étaient pas équipés de démarreurs. C'était à la manivelle. Donc on les démarrait sur l'essence et après on les passait au pétrole. Est-ce que tu sais en quelle année est apparu le relevage hydraulique sur le tracteur? Parce qu'avant, il n'y avait pas de relevage hydraulique. Déjà les années 30? T'es pas loin. Eh bien, pour t'aider, c'est l'année des premiers congés payés. Ah, oula. 1936. D'accord. Les tracteurs étaient donc dépourvus d'éclairage et de démarreur. Et l'apparition du pneumatique sur le tracteur est apparue en 1929. Avant, donc, les tracteurs étaient sur roue en fer. Donc on le démarre sur l'essence et après on est passé au pétrole ou kérosène. Donc je vais lui faire un tour moteur avec le starter. On va enlever le starter. Et le démarrage de ces tracteurs, Clément, c'était à l'huile de coude à l'époque. Au quart de tour. Donc après quelques minutes, Clément, on le passait au pétrole. Elle est pas belle la vie. Alors chez nous, dans le musée, il faut savoir que dans le pauvre Quercy, ils ont travaillé tard avec les bœufs et les chevaux. Ils ont travaillé jusque dans les années 60, voire 70. Et il y a un monsieur ici, Clément, près de Montgesty, qui a travaillé avec une paire de bœufs jusque dans les années 80. Et souvent, il sacrifiait le cheval en le vendant, qui payait le tracteur ou une partie du tracteur, suivant s'il était neuf ou d'occasion. D'accord. Et je peux te poser une question ici. Allez. Sais-tu, Clément, pour quelle raison nos anciens peignaient les tombereaux, les jardinières de couleur bleu charron? Alors, pas du tout. Eh bien, en fait, ça concerne les insectes et principalement les mouches. Il faut savoir qu'une mouche, Clément, a plus de 5000 facettes par œil. Si tu veux attraper une mouche, au passage, toujours attraper la mouche par derrière. En fait, si vous essayez de l'attraper, elle vous voit arriver. Elle vous voit que je dis s'écander. Et au dernier moment, elle s'en va. Et le bleu charron, le bleu cobalt, elle ne le voyait pas. Donc elle s'y posait pas. Et c'est pour ça que dans le sud de la France, ils peignent les volets et les portes de couleur bleu charron. Donc là, on est
au milieu de plus petits modèles d'une grande gamme de chez Société Vierzon, qui est quand même un constructeur français assez emblématique, qui est surtout reconnu pour leurs pistons à plat 2 temps. Bon, là je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je voulais dire leur moteur à plat, donc en monocylindre 2 temps, pas un piston à plat, c'est... Voilà, je me suis emmêlé les pinceaux, désolé pour l'hérésie technique, mais bon, voilà. Et donc avec un bruit assez atypique, on en verra un démarrer tout à l'heure. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette gamme, que tu as quand même une belle majorité des modèles ici? Oui, il y a beaucoup de sociétés françaises Vierzon dans notre musée. Donc on a du 201, du 202, on a 204, 203, pas courant, essence, et il y a eu diesel moteur Normag. Vous avez un CGM 141 aussi qui est pas courant du tout, 302, 401, on vient de récupérer il n'y a pas très longtemps un magnifique 403 bicylindres, parce qu'il faut savoir qu'après, en fin 68, la firme est passée CASE. Donc, c'est des tracteurs emblématiques, oui, fabriqués à Vierzon dans le Cher. Je vais te démarrer tout à l'heure un ou deux modèles. On les démarrait à la lampe à souder qui se fixait sur l'avant du tracteur. Donc, c'est les tracteurs qui démarrent aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Donc, très bon tracteur qui servait beaucoup dans nos campagnes pour l'entrepreneur, chez nous comme dans le Quercy. Tout le monde n'avait pas un tracteur de ce genre-là. Hein. Tracteur moyen, chez nous, il faut compter 15 à 20 chevaux. Voilà. Et pour faire les gros travaux, on faisait appel à l'entrepreneur. Et chez nous, ils avaient beaucoup de sociétés françaises. D'ailleurs, mon cousin était entrepreneur de battage et il avait un 302 qui fait 27 chevaux à la barre et 32 chevaux à la poulie de battage. Voilà. Et on l'appelait à l'entrepreneur tout simplement parce qu'on ne pouvait pas se payer ce genre de tracteur. Ouais. Ça coûtait énormément cher. Donc ça permettait beaucoup le labour et le moment fort de l'année qui était le battage. Ouais. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'entraide. On remplissait le grenier et les soirs, Clément, on vidait les caves. Voilà. C'était festif, il y avait l'entraide. Mais malheureusement, ce que je reproche aujourd'hui, c'est que l'entraide, ça s'est perdu dans notre beau pays qui était la France. Au final, toutes ces machines, tout ça, comment tu les trouves, enfin, comment vous les trouvez avec l'association? Comment est-ce qu'il y a des dons, c'est déjà des achats? Alors, beaucoup de récupération. Ouais. Maintenant, on a un petit peu la notoriété avec toutes ces émissions de télé qui sont venues. Le cinéma est encore venu me voir ce jour, que tu as vu. Donc, ça permet de donner de la visibilité et les gens préfèrent le donner à un musée, à des passionnés, que peut-être le revendre à quelqu'un qui va faire encore du profit dessus. Ouais. Parce que malheureusement, ce que je reproche aujourd'hui, c'est que derrière ça, il y a beaucoup de spéculation. Ouais, et moi, la spéculation, pour moi, je vais rester modeste, mais c'est des tas de ferrailles. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai commencé, à 14 ans, mais personne ne voulait tout ça. Personne. On allait dans les campagnes, et crois-moi qu'on allait beaucoup chez toi dans le Lot-et-Garonne. On allait dans les granges, et qu'est-ce que vous faites, madame, du tracteur là-bas? De la voiture, de la moto? Mais si tu le veux, petit, prends-le, ça débarrasse. Notre gendre allait le mettre à la ferraille. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut rester patient. Moi, aujourd'hui, les jeunes générations comme toi, voire plus jeunes, ne pourront pas s'acheter un tracteur, une mobilette. Quand je vois les prix, moi je dis qu'ils sont devenus complètement fous. On va commencer aussi à parler des voitures du musée et aussi en découvrir un peu plus sur Benoît qui va nous parler de son métier. Donc comme je disais dans mon introduction, il y a beaucoup de matériel agricole ici certes, mais on a aussi quand même bien d'autres choses, dont de très jolies, très belles voitures, pardon. Donc Benoît, voilà donc une très belle Fiat Simca. C'est ça, une Simca 8 cabriolet, rarissime, dans un état exceptionnel, que je vais te mettre en route. Mais on vient de retrouver une rare voiture derrière là-bas, que je viens de dénicher, près de Biarritz. Qui est quoi d'après toi comme voiture? Une Chevrolet, je dirais comme ça. Chevrolet... C'est ça, c'est une Chevrolet Monza. Monza, ouais, voilà. Comme les Opel, c'est General Motors, ouais. C'est ça. Ouais. Donc je vais te la démarrer. Quart de tour. Vous avez vu, c'est du quart de tour. Elle tourne très bien, comme la majorité
des véhicules que nous avons au musée. Et derrière tout ça, bien sûr, c'est mon métier. Je suis mécanicien, carrossier réparateur. Donc voilà, forcément. Donc, aidé de mon collègue Alain, on remet, à mesure que les véhicules rentrent, on fait toute la remise en route des véhicules qui s'étendent à l'agricole, l'automobile. Tout y passe. Tout y passe. Tout est... Les cyclos. Ouais. On vient de remettre aussi en route, c'est tout nouveau, ce rarissime Solex Je ne savais pas qu'ils avaient fait des petits trucs comme micro. ça. Voilà, ça c'est un Solex micron. Voilà, qui n'était pas très loin du musée et en discutait avec quelqu'un. Voilà. Il était bien sûr en panne, comme souvent, et il l'avait abandonné dans une grange. On l'a tout nettoyé. On a changé le réservoir, on a fait l'allumage. On a fait bien sûr la carburation qui est le gros problème sur le Solex. Okay. Et puis il va rejoindre la collection dans la salle 14 là-haut, où j'ai quelques trésors dans les cavernes. Et donc à côté de tout ça, donc, certaines voitures qui sont là déjà depuis un petit moment, tu as aussi donc de nouvelles arrivées, je suppose, donc de nouvelles voitures. Tout à fait, on rentre quelques trésors régulièrement. Ouais. On vient de rentrer une jolie Cadillac, une magnifique moissonneuse batteuse, trouvée dans le Lot-et-Garonne, pas très loin de chez toi, Clément, et quelques pépites en 2 roues aussi. Ouais. Je vais te montrer tout ça, Clément. Allez, c'est parti. Alors donc, tu me parlais de tes nouvelles trouvailles, donc en voilà l'une d'entre elles. Donc qu'est-ce que c'est? Une belle Cadillac en tout cas, un gros monstre. Oui, je viens de trouver ce petit trésor qui était une Cadillac coupée de ville de 1963, de 330 chevaux en V8 et elle fait 1829 kilos. Oh le tank. Ah oui. Et je vais vous la démarrer, vous allez voir ça. Deuxième main. Pas mal ça. On sent qu'il y a du répondant. Hein. Toute option, vitre électrique de toute la voiture, allume-cigare à l'avant, à l'arrière, à gauche, à droite. Toute option, banquette électrique, climatisation en 1963. Les Américains étaient en avance sur beaucoup de choses. Donc une très belle voiture avec un moteur V8. Donc on est très content pour le musée et ça participera pour mes visites guidées, les nouvelles et les théâtrales. Parce qu'on démarre plusieurs types de moteurs, du monocylindre, du bicylindre, du 4 cylindres, du 6 cylindres et du 8 cylindres. Donc parmi ces nouvelles pièces, comme je t'ai demandé tout à l'heure, donc tu m'as dit que tu as récupéré donc, ce joli petit phare. Donc si tu peux m'en parler un petit peu plus de cette nouvelle arrivée. Alors un petit tracteur phare que j'ai récupéré pas loin de Clermont-Ferrand. Il a été restauré à l'époque par un monsieur d'un certain âge qui était âgé. Et la nouvelle génération me l'a proposé pour qu'il fasse partie de notre musée. On est très content de l'avoir. C'est un phare D90 monocylindre. Et je voulais te demander, Clément, sais-tu quelle est la consommation de ce tracteur? Alors il faut savoir que les tracteurs c'est à l'heure, les voitures c'est au 100, ainsi que les camping-cars et les motos. De 0 à 100 litres, d'après toi. Alors, je vais te donner la réponse. Consommation de ce tracteur, plein débit de pompe, le plus dur travail qui est le labour. Consommation 1,5 litre à l'heure. Alors, nos anciens faisaient le plein, ils partaient pour la journée. Souvent, les visiteurs qui viennent visiter mon musée me parlent de 20, 30, 40, 50 litres, 60 litres. On analyse le réservoir. Nos anciens faisaient le plein. Ils partaient pour la journée. Lors de la prochaine séquence, on en termine avec les quelques nouveautés présentes au musée
et ensuite on enchaîne pour la suite de la visite du musée. Donc toujours dans la nouveauté, cet endroit que tu as bâti assez récemment, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. C'est un espace que j'ai dédié à l'automobile avec plusieurs Citroën. Alors d'avant-guerre, hein. On est dans les années 20. Hein. Il y a du C2, C3, une belle B2, rarissime, en boulangère, du Renault. Alors Renault, il y a du Renault NN Torpedo, NN1 Berline, NN2. En suivant, une magnifique Renault Celta 4. Plus rarissime, une Chenard et Walker, une voiture de 1937 qui a beaucoup la ligne de la traction avant. Une 203, une coccinelle Volkswagen que nous avons récupérée il n'y a pas très longtemps, aussi dans une garage abandonnée. Et en suivant, une petite DAF. On est passé devant des véhicules mythiques comme la 205 CTI, une Renault 4 chevaux, une Renault 11 turbo, une Visa. Et là, vous avez quelques tracteurs qu'il y avait dans nos campagnes. Donc, un où on pourrait s'arrêter, Clément, c'est un tracteur président. Ça, c'est pas courant du tout, c'est anglais. Ce modèle était importé à 115 modèles importés en France. L'accélérateur au centre du volant. C'est un petit moteur de 918 cm3. C'était monté sur la voiture Maurice. Voilà. Petit tracteur qui remplaçait une paire de bœufs dans nos campagnes. Donc, ils vendaient les bœufs ou les chevaux. Ils pouvaient des fois s'acheter un petit tracteur. Et dans nos campagnes, beaucoup de Farmal Cup et aussi beaucoup de Pony. Après, il y a eu aussi du Ferguson. Là, vous êtes devant un Ferguson 9N, pas courant aussi, plus rare que le petit gris qu'on connaît, comme le TEA, le TEC, le TEK. Voilà. Un magnifique Renault D30 aussi, très bon modèle. Moteur Perkins, indestructible, une mécanique qui est très fiable. Donc, s'il y a des visiteurs qui veulent découvrir notre musée, parce que je vous montre qu'une petite partie de ma collection, nous sommes ouverts tous les jours de 9h à 19h en continu et je vous attends nombreux au musée agricole et automobile de Salviac qui est dans le Lot. Donc fut un temps en France, on avait quand même beaucoup de constructeurs français dans de tracteurs, de matériel agricole, qui s'est perdu malheureusement aujourd'hui, malgré qu'il y ait des petites entreprises qui restent dans la niche. Mais voilà, donc là par exemple on a un beau vent d'œuvre, donc un beau DD40 de 1955, donc on va démarrer avec Benoît. Oui, tout à fait. Ce Vendeuvre, c'était bien sûr une marque emblématique de la France, Vendeuvre, qui était fabriqué à Vendeuvre sur Barse. Et on va le démarrer à la manivelle. Alors j'ai besoin de toi, Clément, pour le décompresseur. Avec grand plaisir. Donc, tu tires en arrière. Et croyez-moi, il fallait avoir des bras à l'époque. Tu es prêt? C'est bon. Go! Alors, c'est des mécaniques indestructibles. Hein. Donc, ils étaient équipés de la poulie de battage. Donc, c'était un modèle de 40 chevaux. Hein. Et croyez-moi, chez nous, on n'avait pas ça. D'ailleurs, ce tracteur, je l'ai sauvé. Il vient du Gers. Je viens de les récupérer il n'y a pas très longtemps. Vous êtes le premier à le voir fonctionner. Et il tourne comme une montre. Regarde-moi ça, écoute Clément. Nickel. Indestructible. À côté aussi donc de tous ces vieux tracteurs
qui sont généralement plutôt avec des motorisations communes, donc essence ou diesel. Il y a aussi quand même des pièces bien plus rares et qui sont d'une bien autre époque, comme cette belle machine à vapeur de chez Société Vierzon, qui fait aussi des tracteurs. Donc dis-moi un peu plus, s'il te plaît, sur cette machine à vapeur. Alors, nous avons dans le musée plusieurs machines à vapeur. Donc, celle-ci n'est pas courante, elle est tout en laiton. Alors, ces machines, chez nous, on est dans le Quercy. On a travaillé tard avec les bœufs et les chevaux. Donc, ça, c'était des machines qui servaient principalement pour faire tourner la batteuse et les scies circulaires dans les scieries. Ça fonctionne donc au charbon ou au bois. La mise à route n'était pas instantanée. Comptez 2 bonnes heures de chauffe, une grosse brouette de bois ou de charbon. Et quand elle fonctionne, Clément, elle ne fait pas plus de bruit que ça. Et celle-ci, elle a été récupérée dans la Nouvelle-Aquitaine, pas très loin du musée, que nous avons sauvé il n'y a pas très longtemps. Et on est très content de l'avoir au musée, parce que nous avons certaines machines que nous faisons fonctionner. Et là, je vais te dire un petit secret. Je suis en train de faire un énorme projet qui va sortir de terre dans quelques semaines. Un bâtiment quasiment de 2000 mètres carrés. Il va falloir qu'on regarde ça de plus près. Avec plaisir, Clément. Tout à l'heure, tu m'as aussi donc parlé que tu allais continuer sur ce musée ne grandit sans cesse, que tu allais donc partir sur un très grand projet cette fois-ci. Au final, on se retrouve devant. Donc, qu'est-ce que ça va être ce grand projet? Alors, ce projet va sortir de terre dans quelques semaines. Je vais faire un bâtiment quasiment de 2000 mètres carrés où je pourrai exposer et valoriser mon exposition. Il va y avoir 4 univers et une énorme surprise au milieu. Mais ça reste une surprise. Et ce projet va sortir de terre dans quelques semaines. Donc, avant l'hiver, le bâtiment sera monté. Fin d'automne, tout est finalisé. Et on vous attend nombreux, car l'année prochaine, nous fêtons les 20 ans d'ouverture du musée de Salviac, qui est dans le Lot. Donc, il va y avoir, j'espère, beaucoup de monde pour voir tous ces nouveaux travaux, où j'y mets beaucoup de passion et d'amour tous les jours. Donc on vous dit à bientôt, mes amis et auditeurs de Clément, pour voir toutes les nouveautés que je vous prépare pour la future année 2026. Donc Benoît, moi je me souviens, parce que ce musée je l'ai connu quand j'étais vraiment petit, et je me souviens surtout qu'en fait au début, il n'était pas aussi développé, on va dire, en termes d'aménagement et tout ça. Par exemple, moi ça je ne l'ai pas connu quand j'étais petit. Même avant, on marchait plutôt sur la cassine que sur du goudron. Ça a quand même très bien évolué. C'est super, donc on voit que sa collection a grandi. Donc là, on est quand même face à des très belles voitures que tu as dû récupérer assez récemment, je présume. Oui, tout à fait. Alors pour revenir à ce que tu dis, oui, on a travaillé beaucoup sur l'accueil du public. On a une aire de camping-car avec une borne de service. On a fait tout pour les gens à mobilité réduite. Aucune marche dans le musée. Il y a même la petite golfette de Camping Paradis s'il y avait vraiment besoin pour des personnes en difficulté pour marcher. Donc oui, cet espace est nouveau. Derrière moi, il y a le petit théâtre que je viens de créer récemment. On va regarder après. Une magnifique Renault Monassi 6 cylindres de 1930. Et j'ai une petite question que je pose aussi aux visiteurs. Sais-tu pour quelle raison cette voiture de marque française avait la conduite à droite? Je sais qu'à l'époque, c'était pas encore courant d'avoir la conduite comme on a aujourd'hui en France. Et qu'à l'époque, justement, ils avaient souvent. Et je crois que c'était surtout les voitures de luxe qui avaient la conduite à droite, Alors, si je dis pas de bêtises. C'était tout simplement, il faut savoir qu'à l'époque, les cochers étaient à droite. Ah, ok. Et les brigands, les voleurs, attaquaient toujours du côté droit, du côté fossé. Et c'était pour la vision du danger. À côté, tu as une magnifique traction avant. Belle traction. Alors, il faut savoir que la traction avant a été fabriquée d'avril 1934 à juillet 1957. Vous êtes devant un modèle 7C avant-guerre, dont roue pilote, capot à volet. En accessoire, elle avait le porte-bagages. Et l'histoire qu'à cette voiture, elle appartenait à une dame qui avait un château dans le Périgord. D'accord. Et
pendant la guerre, pour pas que les Allemands la prennent, il avait emmuré dans le château. Ah ouais, carrément. Et ça, c'était mon record, cette voiture. Pour l'avoir, j'ai attendu 13 ans pour me batailler et j'ai réussi à l'obtenir. Et j'en suis très content Ouais. parce que je suis un passionné beaucoup de la marque au chevron. Ouais, et puis en plus, ces tractions, c'était vraiment des voitures pour l'époque déjà qui étaient très avancées. Déjà, bon, rien qu'avec le principe de la traction qui n'était pas encore très courant à ces époques-là. Et surtout que c'est des voitures qui étaient très appréciées, que même les Allemands qui avaient beau avoir leur belle Mercedes, qui étaient quand même des sacrées voitures pour leur époque, les appréciaient beaucoup aussi. Les Énormément. tractions. Pourquoi? Parce que ça marchait relativement vite pour Voilà. l'époque et c'était très fiable. Et d'ailleurs, Clément, eh bien, écoute, je te propose d'aller faire un tour après avec une traction. Oh bah, là, je vais pas. Là, oui, volontiers. Avec Clairement, plaisir. ouais. Alors ici, tu as une magnifique Ford A. Donc après, je vais te montrer les Ford T dans les cavernes, qui est la voiture d'ailleurs au monde la plus difficile à conduire. Alors la Ford A, celle-ci date de 1928. D'ailleurs, je rentre récemment d'un tournage de film avec celle-ci qu'ils Ouais. ont choisi. Ah, c'est classe. Cette voiture, à l'époque, atteignait la vitesse de 104 km/h. Ah, ça avance quand même. C'était énorme à l'époque. Aujourd'hui, on parle du régulateur de vitesse qu'ils ont sur les voitures modernes. Regardez à l'époque. Accélérateur à main, accélérateur à pied, repose-pied. On se mettait au régime, on touchait à rien. Tranquillou. Alors, je vais te la démarrer. Donc, moi, je vais te la démarrer pas comme tout le monde, bien sûr à la manivelle. Parce que j'ai plaisir de démarrer toutes ces voitures à la manivelle. Alors, pour commencer, il faut mettre le starter. Comme les tracteurs agricoles, on lui fait un tour moteur. C'est toujours pour l'aspiration du carburant. Ensuite, on enlève le starter, on met le contact. Alors, c'est des voitures, il faut faire attention aux poignées. Hein. À l'époque, il se faisait énormément abîmer les poignets et ça finissait malheureusement à l'hôpital. Alors, si on a un peur d'un véhicule, quel qu'il soit, tracteur, voiture, moto ou kick, si vous ne le sentez pas, un conseil, messieurs, dames, ne y touchez pas. C'est l'accident garanti. Et le démarrage à la manivelle. Elle n'est pas belle la vie, Clément? Et comme je dis souvent, Clément, le bonheur, il est où? Eh bien, au musée de Salviac. À côté de tout ce matériel agricole, ces quelques belles voitures qu'on a vues jusqu'ici, on a aussi quand même quelques moteurs fixes qui étaient quelque chose d'assez courant pour l'époque. D'ailleurs, Benoît va nous démarrer ce beau moteur international. Tout à fait, un moteur international que je viens de récupérer. Ce moteur restait plus de 50 ans dans une cave à l'humidité. Alors, il faut savoir que les premiers moteurs fixes servaient dans les châteaux pour faire tourner une pompe à eau. Hein. Alors tu vois Clément, hein, c'était pas violent comme un moteur, Non, du tout. mais ça permettait d'entraîner là actuellement un aigre noir. Ça pouvait enterrer un moulin à farine. C'était des mécaniques indestructibles Ouais. et qui servaient donc beaucoup dans nos campagnes avant le tracteur. Ouais. C'était le moteur fixe. Et aussi la machine à vapeur que nous avons vue Qu'on a tout vu à l'heure. Avant de continuer la visite, on va faire un petit crochet par la reproduction de la maison des grands-parents de Benoît, dont on va parler un peu plus, et aussi de la vie d'antan. Alors le cantou, la cheminée fonctionnait toute l'année. D'accord. C'était leur seul moyen de chauffage et c'était l'endroit où on faisait la soupe, même en plein mois d'août. Alors il était sur la cheminée, bien sûr, pour 3 raisons. La première, pour pas que les enfants l'attrapent, il était trop haut. La seconde, pour que la poudre soit bien sèche. Et il était surtout sur la cheminée en cas de feu de cheminée. On tirait un coup de feu dans le conduit, ça éteignait le feu et ça faisait tomber la suie. Et l'idéal,
c'est de petits plombs de 8 et lui date de 1860. Ici, vous êtes devant l'ancêtre du robinet. Et chez nous, dans le Quercy, ça s'appelle une quad. C'est pour économiser l'eau. D'accord. Et oui, ma grand-mère qui avait 5 ans derrière vous, dans le cadre, allait chercher l'eau avec la brouette qui se trouve devant ici, Clément. Ici, c'était très pauvre. Ils n'avaient ni citerne, ni puits. Et ma grand-mère partait à 1,5 km d'ici, chercher de l'eau avec le seau qui est ici. C'était pas facile. Ah, Les non, plus du tout. riches avaient la fontaine. D'accord. Réserve d'eau, on récupérait l'eau. Ouais. Et l'eau de la vaisselle était recyclée. Ok. Et sais-tu pourquoi, Clément? Eh bien, on s'en servait pour les animaux et pour les cochons qui étaient juste à côté, Ok. pour l'engraissement. D'accord, d'accord. Après, je peux te parler de l'électricité. Oui. L'électricité est arrivée très tard dans nos campagnes. Ouais. Principalement, ils avaient une seule lampe et à des endroits, une seule prise. Et sais-tu quel était le premier accessoire qu'on branchait au bout de la prise? Alors, le premier du premier, c'était, il suffit d'écouter, comme je dis aux enfants, c'était la radio, la TSF. Ah, ok. Ouais. C'est assez répandu. Ensuite, ici, ils vivaient donc tous dans la même pièce. Et ça s'appelle un lit de coin. Voilà. Et ils chauffaient les lits parce qu'on n'avait pas trop de chauffage à l'époque. Donc, on avait le canto. Il faut savoir qu'ils se gelaient le devant. À l'époque, ils se brûlaient le derrière. Pour te dire comme c'était. Alors, ils avaient cet outil. Et avant, ils avaient aussi cet outil qui était la bassinoire. Nos anciens mettaient de la braise chaude à l'intérieur. Ils bassinaient le lit, pas trop longtemps au même endroit, sinon on brûlait les draps. Et on ne traînait pas aller au lit parce qu'il ne faisait pas bien chaud. Alors, il y a eu cet outil formidable qui s'appelle le moine. Là où il y a ce petit santon, on mettait une casserole de braise. On le glissait sous les draps. On le laissait 30 à 45 minutes. Ça assainissait le lit et ça chauffait le lit uniformément. D'accord. Et on rentrait dans un lit bien chaud. Et l'origine du mot, ça date du Moyen-Âge. Et c'était des jeunes moines à l'époque, des moignons, qui allaient chauffer les lits chez les gens nobles. Ils se glissaient à l'époque sous les draps. D'accord, d'accord. Ça, c'est l'origine du mot. Ok. Et je viens de récupérer un trésor dans ton département, dans le Lot-et-Garonne. Je viens de trouver cet objet qui n'est pas courant. Malheureusement, il aurait dû partir à la déchetterie. Regarde-moi ce trésor, Clément. Tu as jamais vu ça de ta vie. Non, qu'est-ce que c'est? Attention, on y va, surprise. Ça s'appelle un bastringue mécanique. Il date de 1896. Eh ben, C'est un objet vraiment pas courant du tout Du et tout, oui. insolite. je n'ai jamais vu. Je sais même pas que ça existait enfin, je sais même pas Voilà, de musique, et ça donc c'est joue plus que ça. plusieurs musiques, 9 partitions. Alors Benoît, comme quand je t'ai rencontré tout à l'heure en venant dans ta maison, ici nous nous retrouvons encore une fois dans une reproduction de ce qu'on peut trouver dans la vie d'une autre fois, une vie avec laquelle d'ailleurs, est-ce que toi tu as connu au final, enfin je ne pense pas que tu aies plus connu au millimètre près ce genre d'habitation, mais est-ce que tu as quand même connu quand même ce genre d'habitation tout simplement quoi? Tout à fait, Ouais. tout à fait. Mes grands-parents étaient là sur la ferme, Ouais. là. La maison est à côté, et ils vivaient dans une même pièce. Et j'ai connu cette époque. Bien sûr, je suis un des derniers, on va dire, chanceux à avoir connu cette époque qui était pour moi la plus belle époque. Ouais. On prenait le temps de vivre. Aujourd'hui, les gens y courent. Tous les jours, après quoi, on ne sait pas.
Mais je peux te dire, après, toujours le temps. Les gens, ils vivaient de troc, d'échanges. Ils s'appréciaient beaucoup. Il n'y avait pas tous ces réseaux. Il n'y avait pas Internet. Par contre, il y avait les balles. Et il y avait les rencontres qu'on allait à la moisson, la fête du cochon, le battage, tout un tas de choses qu'il y avait, les vendanges, et j'en passe. Donc ici, c'est récent, je viens de créer un petit théâtre du passionné où je fais avec ma collègue Christelle une visite guidée, théâtralisée, Ça vient dans le... dans le rôle, j'ai 2 rôles en fait, que j'ai monté 2 scénarios. Il y a Théodore et Elisa, et je viens de monter Honoré et Augustine, parce qu'aussi nous faisons les accents, et nous faisons surtout rêver les gens. Parce que dans ce monde de fou qu'on est, les gens ont besoin de rêver. Crois-moi qu'ils en ont besoin tous les jours. D'ailleurs, ils reviennent me voir, c'est bien qu'il y a quelque chose ici, dans ce beau musée. Donc j'ai recréé des scènes de vie, comme le repas de battage que tu verras tout à l'heure, Clément, le chercheur de truffes, la lavandière, la couturière, toutes ces époques. Donc j'ai plus de 60 mannequins habillés d'époque, avec des scènes de vie et des animaux grandeur nature, pour reproduire à l'identique la vie d'autrefois. Donc je te conseille de revenir un jour avec ta famille et de faire peut-être une visite guidée théâtrale ce serait cool. où tu verras, on fait rêver les gens et adapté à tout public. Allez, petite interlude un peu plus amusante, on va voir Benoît faire de ces espèces de grands vélos, vous allez voir, c'est quelque chose à voir. Dans ce musée rempli de choses atypiques, que ce soit du tracteur, des voitures ou quoi que ça, on a aussi des vélos très étranges qui sont vraiment que j'ai jamais vu auparavant, que j'ai jamais vu rouler non plus, comme par exemple ce vélo qui est juste immense, ou même ces autres grands billes, comme on appelle ça, que Benoît d'ailleurs va nous faire une chouette démonstration avec. Donc, je te laisse en parler un peu plus, Benoît. Tout simplement, oui. Donc vous êtes devant un vélo Granby. Il faut savoir que le Granby date de 1870. Il était sorti que 5 ans. Et à l'époque, il faut savoir que les gens tombaient et s'ouvraient le crâne parce qu'on avait des chemins blancs. Donc pour en faire, c'était très difficile. Et c'est pour ça que ça n'a pas duré et c'était réservé qu'aux sportifs. Donc pour faire de ce vélo, donc je tiens à dire à tout le monde qu'il n'y a pas de frein, on est en pignon fixe. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, il va y avoir 2 passages. Donc je vais les tourner devant le tracteur vert là-bas. Je reviendrai devant vous. J'irai tourner sur le parking. J'essayerai d'accrocher cette magnifique voiture Peugeot. Et je reviendrai ici, je ferai du spectacle. Je tomberai devant vous sur le côté ici. Et entre-temps, mes sabots vont claquer devant ou derrière. Vous êtes bon? Allez, on prend appui ici, on pousse avec le pied et là, hop, on s'y jette. On met les gaz. Attention, madame! Vous n'êtes pas au bon endroit, mais bon. Allez, un petit coup de gaz. Regardez bien le claquage. Hop là! Un coup de gaz. T'as vu, Clément, hein? C'était pour les sportifs. Ouais, faut être fou pour rouler là-dessus. Et attention, messieurs, dames, la chute est proche. On va s'arrêter ici. Là! Voilà, Clément, si tu veux l'essayer, il est à disposition. Alors ici, tu as plusieurs types de Granby. Et il faut savoir que les Granby, c'est des tailles en pouces. Et sais-tu, un pouce, Clément, est égal à combien? 1,5 cm, je dirais, quelque chose comme ça. Ah, un peu plus. Un peu plus. Un pouce est égal à 2,54. Donc, je suis un des seuls en France à faire du Granby en sabot de bois, comme tu as pu voir. Donc, je fais beaucoup d'animations sur mon territoire et en France, où je transmets beaucoup l'histoire du vélo, de l'automobile, des tracteurs,
des motos et j'en passe. Alors je vais te montrer, Clément, mon métier. Ouais. Mon métier, il est là. Cette 4 chevaux, qui est une 1063 que j'ai reconformisée. Donc, à la base, je suis mécanicien carrossier réparateur. Il faut savoir qu'ici, au musée, quand j'ai commencé, mais il n'y avait rien. J'ai pas honte de dire où tu es, il y avait du fumier, des veaux, de l'ensilage. Pas un arbre, pas un rosier, pas un objet. Et donc, quand on a la passion, la volonté, on arrive à déplacer, comme je dis souvent, des montagnes. Et tu vas voir, si tu reviens dans quelques semaines, le projet qui va sortir de terre dans quelques semaines, mais je dis bien dans quelques semaines, ça va être énorme. Et je vous invite tous à venir voir ce musée qui est unique en France par sa quantité, variété, diversité. Et après, on a des visites adaptées à tout public. Allez Clément, on va continuer. À côté, tu as une magnifique aussi voiture unique, ouais, française. Georges Richard, C'est aussi des qui a camions. une histoire extraordinaire, qui appartenait à un ancien président de la République. Séparation chauffeur. À l'intérieur, nous avons récupéré la chaufferette qui est dedans, les 2 parfums de l'époque. Et l'histoire qu'a cette voiture, ensuite, elle a servi de taxi sur Bordeaux. Et si tu as le temps, Clément, tu verras tout à l'heure, il y a encore une belle plaque émaillée. Et tu verras que les tarifs, depuis, ont légèrement augmenté. Je pense. Allez Clément, je t'invite à aller voir la caverne d'Ali Benoît. Allez, Benoît, elle est pas C'est mal, par ça. là. Allez, en avant. Alors ici, il y a des nombreux trésors, des pépites. Et j'ai couru toute la France pour récupérer ces trésors. Donc vous êtes ici dans la salle 14, comme je l'appelle, et je vais vous parler de la Ford T. Alors, il faut savoir que la Ford T, tu as appris à l'école, qu'elle a été fabriquée d'octobre 1908 à mai 1927. Et cette voiture était sortie à quasiment 16 millions d'exemplaires. Par contre, à conduire, c'est la voiture au monde la plus difficile à conduire. Donc cette voiture, elle comporte, Clément, 2 vitesses sans levier de vitesse. Tu as un petit levier sur la gauche, tiré en arrière, tu es en frein à main. Au milieu, tu es débrayé et devant, tu es embrayé. La pédale de gauche qui est pour toi l'embrayage. Sur cette voiture, il faut rester appuyé en permanence à fond. Toujours les côtes. Vous êtes en première. Quand tu relâches la même pédale, vous êtes en seconde. La pédale du milieu avec la pédale de gauche, c'est la marche arrière. Les freins sont à droite. Ici, il y a l'avance. Ici, l'accélérateur. Et au tableau de bord, la richesse. Je signale qu'elle fait quasiment 20 chevaux pour 3 litres de cylindrée. Exactement 2878 cm3. Et cette voiture, Clément, qu'elle a tourné auparavant, elle arrive à redémarrer toute seule, sans toucher la manivelle ni le démarreur. Alors, sais-tu comment ça s'appelle cet objet qui est sur la Ford T? Alors, sur une voiture normale, ça s'appellerait une bobine. Sur le Société française que nous avons démarré tout à l'heure, ça s'appelle un vibreur. Et sur la Ford T, écoute bien, il y en a 4, ça s'appelle un trembleur. Et là, actuellement, tu as de l'allumage aux bougies. Donc, si ce véhicule avait tourné auparavant, avec un moteur en forme, il reste des gaz, contact, pouf, explosion. Mais à conduire, il faut se rappeler, messieurs, dames, que c'est la voiture au monde la plus difficile à conduire. Après la Ford T, Clément, je vais te montrer une voiture mythique. Ok, allez. Elle est ici, dans ces nombreux véhicules que nous avons dans la salle 14. Il y a la voiture mythique, la SM moteur Maserati. Cette voiture est sortie en même temps que le Concorde et que le paquebot France. Il faut savoir, Clément, ça a été une voiture de prestige, une voiture présidentielle. Ça a été la première voiture française avec le pare-brise collé. Okay. Elle a l'intérieur cuir, siège cartouchière, vitre électrique, climatisation en option à l'époque. Cette voiture, il fallait qu'elle sorte pour le salon de l'auto en 1970. Elle a été fabriquée de 1970 à 1975. Et elle est sortie à 12 920 exemplaires. C'est beaucoup. La moitié en France, la moitié aux États-Unis.
sans rentrer dans la visite excellence, cette voiture est tout simplement sortie au mauvais moment. Tu n'étais pas né ni moi. Il y a eu le choc pétrolier en 73-74 et une voiture neuve coûtait plus de 5 millions d'anciens francs. Et est-ce que tu sais maintenant, Clément, quelle a été la première voiture à franchir les 100 km/h? Jamais contente. Très bien, c'est une voiture, l'énergie Électrique. Très bien. La jamais contente, voiture électrique. Est-ce que tu sais quand a eu lieu l'essai? Le 24 avril 1899. Elle a franchi la barre des 104,85 km/h. Ah ouais, effectivement. Ouais. Elle est exposée où? Au musée de musée Compiègne, Chouf. dans l'Oise. Le nom du chauffeur d'origine belge qui s'appelle Camille Zenazzi et qui est décédé comment? C'est des questions que je pose, à un accident de chasse au sanglier. Voiture électrique, j'en ai une ici, Théiol. Celle-ci, elle a 1327 km et 200 mètres. Consommation au 100 km, 2 francs. Autonomie de 75 à 100 km. Vitesse de croisière, Clément, 50 km/h. Oh, c'est pas mal. Elle marchait aussi vite en marche avant qu'en marche arrière. Quand on arrivait à la maison connectée ici, il y a 8 batteries de 100 ampères et il n'y en a eu que 15 de fabriquées. Alors quand je vois aujourd'hui qu'on veut développer l'électrique, et tout le monde électrique dans 2 ans, ça ne sera pas possible. Mais il faut savoir que si on avait voulu développer l'électrique, il y aurait longtemps qu'on aurait pu le faire. Ouais. Il faut retenir une date, 1899, Clément. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette jamais contente, elle porte ce nom parce que la femme du créateur de cette voiture, elle était selon lui jamais contente, donc il a décidé de nommer la voiture ainsi. C'est exactement ça, Clément. Alors du coup ici je vois qu'aussi avec toutes ces belles voitures on a aussi quand même pas mal de deux roues, de tout d'ailleurs, de la mobilette, du Solex, comme des motos. Donc au final combien tu as de roues d'exposées au total? Alors, dans le musée, au total, avec le garage, nous avons plus de 200 roues. Ok. Et là, j'ai trouvé une perle il n'y a pas très longtemps. Alors, comme je dis souvent, il est plus facile de gagner au loto que de trouver cette moto. Quand même. C'est une moto Indian Power Plus avec son side de 1917. Et si tu savais le nombre de personnes qui est venu pour la voir, mais surtout pour me l'acheter. Parce que tous les jours, ils veulent m'acheter des choses, Clément. Alors, chez moi, c'est tout simple. Hein. Je leur dis, tout est à vendre. Ce n'est pas une blague. Hein. Tout est à vendre, mais à un seul lot. Ça les arrête. Il vaut mieux répondre aux questions du passionné. Mais celui-là qui veut répondre à toutes mes questions, il n'est pas né. Ça, c'est sûr que Benoît, il a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à dire et aussi beaucoup de questions. Alors pour y répondre, il va falloir se lever très tôt et aussi être très doué. Mais à côté de ça, on arrive donc sur la fin de cette visite. On va profiter encore de quelques démarrages et de quelques séquences qu'on peut dire un petit peu bonus. Donc voilà, je vous laisse profiter de cette fin de cette vidéo et en avant. Donc à côté du plus petit matériel qu'on peut trouver ici, on a aussi quand même de grands tracteurs. Les grands tracteurs pour leur époque, certes, bon, ça faisait 26 chevaux pour leur époque, c'était déjà beaucoup. C'est sûr, comparé aujourd'hui aux bestiaux qui font 400, 500, 600 chevaux, ça paraît ridicule. Mais bon, c'était une époque, voilà, vous voyez, 1947, 26 chevaux, c'était déjà beaucoup pour ces époques-là. Comme par exemple ce beau McCormick Farmall et ce beau John Deere. Donc si vous pouvez me parler un peu plus de ce beau Farmall, Benoît. Alors, ça, c'était un Farmall M. Il faut savoir qu'à l'époque, ces tracteurs, il y avait 2 puissances. Nous avons la puissance à la poulie, qui était souvent sur le côté droit, et puissance au crochet. Donc, il faisait 34 chevaux à la puissance à la barre et 39 chevaux à la poulie de battage. Donc, ces tracteurs sont venus par le plan Marshall. C'est un Farmall M, en deuxième même. Donc, toujours pareil. Ces tracteurs se démarraient à la manivelle ou au démarreur. Et moi, j'ai le plaisir de démarrer tous mes véhicules à la manivelle quand ils en sont équipés. Donc, on ouvre l'essence. On va faire sur ce gros tracteur un tour moteur. Là, ça commence à être du lourd. On enlève le starter. Ça compresse. On y met le contact ensuite, pour éviter les retours de manivelle. Ensuite, on prend la manivelle et il démarre au quart de tour.
Écoutez-moi ce ralenti. Donc ça, c'était des puissances réelles. Hein. Alors, comme a dit Clément, aujourd'hui, on fait la course à la puissance. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est l'adhérence. Vous pouvez avoir 300 chevaux, 400 chevaux qui patinent. Si vous n'avez pas l'adhérence, Il n'y a rien. vous n'avez plus rien. Donc la puissance ne fait pas tout. Et nos anciens ont tout inventé. Aujourd'hui, on a travaillé que sur la sécurité et le confort, avec les cabines, avec tout un tas de choses sophistiquées, mais beaucoup d'électronique. Voilà, donc un Farmal M essence pétrole que j'ai récupéré dans la région Occitanie, qui était à Toulouse, dans un chai, et qui était arrêté depuis 48 ans, qui est mon âge aujourd'hui. Vous avez vu comme il tourne? Comme une montre. Alors, ça c'est des tracteurs semi-diesel à poule chaude polycarburant. Ce sont des deux temps, il n'y a pas de soupape. Donc le graissage de ces tracteurs est goutte à goutte à huile perdue, carter sec. Donc, nos anciens le démarraient avec la lampe à chauffer qui se mettait sous le porte-boule du tracteur. Là, actuellement, je le démarre au chalumeau. Alors avec ça, à l'époque, de 20 à 30 minutes. Donc ce tracteur faisait 40 chevaux au crochet et 45 chevaux à la poulie de battage. Donc le démarrage était très dangereux, comme je te disais, Clément. Hein. Nos anciens se faisaient attraper les mains, les bras, c'était l'enfer. Donc là, il tourne à l'envers. Il faut qu'il tourne à l'inverse d'une aiguille d'une montre. Société française Vierzon veut dire sans fumée, sans vibration. Donc on va le mettre au ralenti, on va l'arrêter. Tu as vu, c'est comme en politique. Un coup à gauche, un coup à droite. C'était un ballottage. Donc le graissage était goutte à goutte à huile perdue. Et avant la mise en route, nos anciens faisaient 30 à 40 tours de manivelle pour aller graisser tous les organes vitaux du moteur. Donc on les mettait sur la compression. On était souvent deux colosses, donc quand on les démarrait le matin, on l'arrêtait que le soir. Hein. Et avant de partir, au bonhomme, lui qui est de Toulouse à Haute-Garonne, il lui donnait pas qu'un yaourt avant de partir. Hein. C'était pas suffisant. Hein. Alors, à l'autre, il lui disait avant de partir, fais ta prière. Donc on le démarre par le maneton et on balance le moteur de gauche à droite. Alors, c'est un modèle économique, écologique.
chevaux de la série Clément et de société française 551 qui fait quasiment 12 litres 8 cylindrés, 12,760 cc. Tu vois le piston. Là, tu as le piston du 302. Donc ce modèle qui fait 27 chevaux à la barre et 32 chevaux à la poulie de battage. Donc dis-moi Benoît, du coup cette belle traction, comme on a vu tout à l'heure, je vois que tu roules en sabot, t'es bien courageux. Ah oui, moi toutes mes voitures anciennes, je suis en sabot de bois, Ouais. sauf les sportives comme la Renault 5 Alpine ou la GT Turbo. Ouais. Ah oui, moi je vis la belle époque, Ouais, je je vois ça, m'habille d'époque, je prends le temps, tu vois. Ouais. Voilà, tu vois, regarde, les gens se serrent, tac, t'as vu? Climatisation automatique. C'était la belle époque. Ouais. Donc là c'est quel modèle de traction? Ça, c'est une 11 BL Ouais. Une assez grande. de 1952, malle plate. Ok. Alors, la traction avant était fabriquée donc, de 1934 juin à juillet 1957. Donc, c'était une voiture qui était très très prisée, tu l'as dit tout à l'heure, par les Allemands pendant la guerre. Voiture qui marchait relativement vite pour l'époque Ouais. et très fiable. Ouais, comme on disait, ça file comme le vent. C'est ça. Cette voiture roulait sans difficulté à 100 km/h. Ah oui, effectivement. Ouais, Mais ils étaient innovants, Citroën. Ouais. Ils ont fait beaucoup de choses, d'où le logo, pignon à chevron, caisse monocoque, frein hydraulique, Oui. suspension oléopneumatique, Ouais. moteur flottant. Oui, fameux moteur. Ouais. Ils étaient innovants. Et sais-tu pourquoi ils l'ont appelé Citroën, ce monsieur? Eh bien, en fait, Du tout. Citroën, il était juif hollandais et il vendait des agrumes, D'accord. des oranges et des citrons, d'où Ouais, son d'accord, nom. ok, ok. Et où il a récupéré le brevet du chevron en allant visiter un moulin à vent qui Ouais. était en Pologne. D'accord. Tu vois, les gens nous laissent passer. Un petit signe de la main. Les gens sont heureux. Faut être détendu. C'était une belle époque quand même. Alors Clément, tu sais, tout le monde n'avait pas ce genre de voiture. Hein. Ouais. Chez nous, dans le Quercy, comme chez toi, on marchait beaucoup à pied avec la bicyclette. Et les gens qui avaient ce genre de voiture, c'était des gens aisés, qui avaient un petit château. Celui-là qui avait une voiture comme ça aussi, c'était quelqu'un qui avait fait des études importantes, qui avait des moyens. Et la voiture, on s'en servait le dimanche pour aller à la messe. D'accord. Crois-moi que quand on rentrait, on la rentrait à l'abri, on la couvrait. Parce qu'il faut savoir que chez nous, ils ont manqué de tout après-guerre. Donc la voiture, c'était sacré. C'était toutes les économies de la saison. Il ne fallait pas louper les moissons, les vendanges. C'était très important pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut transmettre ça à toutes les générations et le partager et le faire vivre. Et moi je vis cette belle époque à travers mon travail qui est le musée que j'ai créé à Salviac, dans le Lot, région Occitanie. Donc voilà, Benoît, bah écoute, on arrive sur la fin de ce que tu m'as montré jusqu'ici. Bien qu'il y a encore beaucoup à voir. C'est pour ça qu'il faut vraiment venir si ça vous intéresse. Et si vous êtes intéressé par tout ce que j'ai présenté, vraiment ça vaut le détour. Bon, je me doute qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas à la porte d'à côté, mais ceux qui en sont proches, vraiment profitez-en pour rencontrer déjà ce personnage et voir sa collection. Et surtout, je vous recommande fortement les visites guidées qui l'animent très bien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Franchement, voilà, moi je souhaite te remercier quand même Benoît de nous avoir accueillis aujourd'hui, de nous avoir consacré tout ce temps et surtout toute cette énergie et toutes ces connaissances qu'il n'y a pas à cracher quand même. Tu te donnes vraiment sur la vidéo, c'est impressionnant. Tout à Je fait. te remercie beaucoup. Donc bah écoute, Merci Clément, merci de ta visite, merci au caméraman, merci à toute ta petite équipe. Écoutez, je vous remercie d'argumenter cette vidéo, Bon, bah. de mettre un pouce, un petit commentaire pour Clément ou moi. Et je vous dis à bientôt avec peut-être Clément pour de nouvelles aventures, avec Benoît
du musée agricole et automobile de Salviac dans le Lot. Donc voilà, fin de la vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que vous êtes resté au final jusqu'ici. Dans ces cas-là, bah, bravo à vous et je vous remercie. Bon, bravo. J'espère qu'elle était quand même assez intéressante. J'espère que ça vous aura aussi donné envie d'aller à ce musée. N'hésitez pas à y aller, franchement. Et si vous avez possibilité d'y aller avec du monde, comme ça, vous pouvez faire des visites guidées avec lui. Et c'est bien plus intéressant, même si, bon, une visite sans forcément guidage est très agréable. Donc voilà, je tiens aussi quand même à remercier encore une fois énormément Benoît pour l'accueil qu'il nous a réservé, sachant qu'on a eu un problème, car on a voulu la tourner une première fois, on a eu des problèmes avec les enregistrements, on a donc dû la tourner une seconde fois. Benoît nous a quand même consacré du temps, malgré ces problèmes, et on va dire ce qui était un peu notre responsabilité. Donc bah, je remercie beaucoup Benoît pour sa patience et tout l'intérêt qu'il a porté à nous, alors que bon bah voilà, qu'on n'a pas ramené grand chose quoi. Et aussi, je tiens aussi à préciser quand même que Benoît, durant tout cet enregistrement, c'est que de l'improvisation. Alors, bien sûr, il connaît bien son sujet, c'est son musée, il connaît ce qu'il a, mais voilà, mais donc c'est pour dire voilà, que quand même, gros respect pour lui, pour tout ce qu'il a fait pendant cette vidéo et tout ça. Donc, il apporte aussi plein de bonnes idées, tout ça, par rapport à ce qu'il a déjà fait auparavant et tout ça. Donc voilà, donc moi je dis grand merci et grand respect à Benoît, et je vous invite fortement à aller voir si vous pouvez y aller, bien sûr, évidemment. Mais voilà, mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. N'hésitez pas à la liker et à la commenter si vous avez des choses à dire hein, sur le musée ou quoi, si vous êtes déjà allé. Je vous remercie d'avoir regardé. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Alors, ici, vous êtes en région Occitanie. Alors, si vous n'êtes pas de la région, est-ce que vous savez combien y a-t-il de départements région Occitanie? Il y en a 13, la plus grande région de France. Et la Nouvelle-Aquitaine, qui comporte 12 départements. Combien y a-t-il de départements en France? Sans l'outre-mer, 96. Avec l'outre-mer, 101. De régions en France, 13. Il y avait l'outre-mer, 18. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à la Bible, j'y réponds. Toi, avec ton passif du coup en tant que mécanicien carrossier, comme tu nous disais au garage tout à l'heure, donc aussi, quand même, tu as grandi dans une époque où on avait des véhicules emblématiques comme les R5 GT Turbo et R5 Alpine, donc avec lesquels tu as dû sûrement bien t'amuser aussi. Hein. Ah oui, c'était une belle époque. Renault sur la 5 route. Alpine, c'est d'ailleurs aujourd'hui très prisé des collectionneurs. C'est une voiture qui fait 93 chevaux, avec une cylindrée de 1397 cc, comme la GT Turbo, qui avait un moteur un peu plus poussé, étant donné qu'il y avait un turbo, qui marchait très bien. La Renault 5 Alpine mettait à peine 10 secondes de 0 à 100 km/h. Ça marchait très bien. Poids puissance, il n'y a rien à dire. Et la GT Turbo, qui n'a pas rêvé d'une GT Turbo de ma génération? À l'époque, une voiture comme ça coûtait plus de 8 millions anciens. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, les collectionneurs sont à la recherche des voitures qu'on appelle Youngtimer, comme la 205 CTI qu'on va voir tout à l'heure. Ouais. J'ai une très belle Renault Turbo. Toutes ces voitures, il y a de l'engouement, tout ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il faut qu'il y ait de la passion derrière ça. Voilà. Et nous, on est des vrais passionnés et le but d'un musée, comme je t'ai dit Clément, c'est de le partager avec toutes les générations et de transmettre ce savoir aux jeunes générations.